Bonjour à tous, les playoffs NBA 2020 continuent et encore une nuit fantastique. Les Lakers ont gagné au buzzer beater par Anthony Davis face aux Denver Nuggets. On va essayer de revenir sur les deux finales de conférence avec Erwan. Comment vas-tu, mon ami? Ça va très très bien. Tu as passé un bon anniversaire vendredi soir? J'ai passé un excellent anniversaire déjà grâce à toi et tous mes amis pour cette belle surprise. Et puis surtout, on a vu des matchs NBA de très très haut niveau. Donc régal. Bon week-end. Un très bon J'ai week-end. même vu un bon match du PSG, c'est la première fois depuis très longtemps. Tu as pu voir un bon match de l'OM. Ouais, j'aurais aimé en dire autant de mon équipe de cœur. Tout à fait, tout à fait. On va pas parler de foot aujourd'hui, vous en avez l'habitude, nous sommes lundi. Et programme un peu spécial, on se retrouve tous les deux pour débriefer les finales de conférence. Et demain, on essaie de vous préparer une petite vidéo avec deux guest stars, on va pas se mentir, un Nico et un Stephen, pour parler du trophée de MVP. Nico avait absolument envie de parler de ce trophée. Alors on vous garantit rien, parce qu'on est un peu... en termes de plateau et d'agenda de chacun, c'est un peu compliqué, mais on essaie de sortir cette vidéo demain matin, Erwan. Ouais, c'est ça, revenir un petit peu sur le mode de vote, parce qu'on a vu que LeBron est monté au créneau, Sure. et puis un petit peu revenir un petit peu sur ce mode de vote qui a évolué ces dernières années, qui fait chaque fois beaucoup parler, et c'est vrai que quand on voit les votes cette saison, on se demande des fois à qui on donne le droit de vote. Absolument. On parlera du mode de vote, donc les journalistes, on parlera aussi du timing, parce que c'est toujours compliqué de voir un MVP Il y a plein de qui prend choses. le truc, alors qu'il est donc en vacances dans les Cyclades. Alors, parlons tout de suite de ce buzzer beater fantastique. Il y a plein de choses à dire sur cette série. Les Lakers mènent 2-0, mais on a vécu un très grand moment de basket, et on avait envie de se le refaire en palette, dans l'émotion, parce que quand Anthony Davis met un buzzer beater, bah forcément, ça fait le tour de la planète, mais en plus, quand il dit Kobe derrière, eh ben, ça donne des frissons, mon cher Erwan. Bah, incroyable, t'as raison, frisson, il y a pas mieux parce que là, voilà, en plus t'es à -1, c'est un très grand tir qui rentre déjà dans l'histoire des playoffs, dans l'histoire de la carrière d'Anthony Davis, certainement peut-être son plus gros tir. Oui, bah oui, Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus, c'est un tir énorme, avec en plus un match énorme en deuxième mi-temps, il porte quasiment à lui tout seul, dans le scoring notamment, les Lakers. Avant ça, il met un step back, il va mettre un flotteur aussi pour faire revenir ces Lakers. Il s'est mis à un énorme duel avec de clutch Jokic. attitude avec Jokic. Nous, on a vu un Anthony Davis qu'on attend en fait depuis presque toujours. C'est-à-dire, c'est un mec qui évolue, qu'on a vu arriver jeune dans la ligue, avec beaucoup d'espoir. Et là, il confirme que c'est un très grand joueur. C'est des tirs de très haut niveau. Et évidemment, la dramaturgie de dire Kobe derrière. Alors ça, ça me fout des frissons encore quand je le vois. Le maillot noir, enfin, on a l'impression que tout était écrit. Non, mais c'est ça la NBA aussi. C'est vrai qu'on a l'impression que tout est écrit. Les Lakers portent le maillot noir donc en hommage à Kobe et à sa fille Gigi avec le numéro 2 lors de tous les matchs 2 des séries de ces playoffs-là. C'était le cas contre les Blazers, c'était le cas contre les Rockets. Et comme de par hasard, ça tombe là. Il y a un truc, alors au-delà de tout, le truc du Kobe là. Moi, j'ai grandi, et tu as grandi en disant Kobe, même quand on était à 1 contre 0, tu sais, en disant 5, 4, tu tires, tu marques, tu dis Kobe. C'est quand même incroyable qu'Anthony Davis, donc, qui est né en 92, qui a bientôt 30 ans, joueur superstar NBA, dise lui ça aussi après un buzzer beater en playoff. Bah, surtout, c'est que c'est son premier réflexe, en fait. Oui, c'est naturel. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est naturel. Mais voilà, ça montre bien un peu l'impact. On va pas revenir complètement parce qu'on a fait une émission là-dessus. Une très belle émission d'ailleurs. Mais voilà, ça montre l'impact qu'a laissé Kobe en tant que joueur, mais même en tant que bonhomme sur tout le monde du basket. Donc voilà, c'était... non, mais franchement, c'est... Dans l'émotion, on a vécu plein de trucs dans la bulle. On a vécu vraiment plein de choses depuis le début de la bulle. Mais là, vraiment, dans l'émotion, wow, on touche des sommets, quoi. Franck Vogel a dit, d'ailleurs dans le vestiaire, après, à ses joueurs, il a dit... Il est là, quoi, quelque part. Il y a plein de signes, les 8 contre 24 pendant les matchs. Il y a tout le temps des signes autour de Kobe. Mais on va revenir quand même sur cette dernière action parce que il y a un truc qui est très surprenant, et on en parlait avec Stephen ce matin. Comment est-ce que c'est possible qu'Anthony Davis, meilleur joueur de cette deuxième mi-temps avec Nikola Jokic côté Denver, se retrouve avec un tir grand ouvert avec 2 secondes à jouer et donc la possibilité de marquer un buzzer beater? Alors, déjà, le tir est quand même pas cadeau parce que la passe, elle est bonne la passe, mais elle est quand même un peu basse pour un mec de 12. Il n'empêche que oui, on sait que les joueurs de très haut niveau, comme ça, sont capables de mettre ces tirs. Et encore une fois, qu'est-ce que branle notre ami Plumlee? Et là, on en a beaucoup parlé. Moi, je regarde, qu'est-ce qu'il fait? Là, on le voit, qu'est-ce qu'il fait? Alors, et en plus, ça me rappelle un air de déjà vu, puisque Kuzma avait mis un tir à peu près similaire sur un système qui n'était pas tout à fait le même. Toujours dans la bulle, c'était à l'opposé. Mais toujours pareil, Plumlee et Grant qui se comprennent pas, et Plumlee qui a l'air de dire change, mais personne ne le comprend. Alors, moi, quand je regarde l'action ce matin, je lui tombe dessus, je lui dis c'est de sa faute. Après, quand on a un peu joué au basket, on se dit quelles étaient le tir de Kuzma. quelles étaient les consignes. Mais encore une fois, avec Bol cette fois. Voilà, c'était Bol, c'est pas Grant, t'as raison. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, j'ai l'impression qu'il y a un joueur qui est Plumlee qui décide de faire quelque chose. Qui est le seul à comprendre. Et c'est le seul à comprendre. Et encore, si on me dit, OK, ils veulent changer. Tu veux changer avec Grant là sur le tir de Davis hier.
Mais quand tu changes, tu suis quand même le mec et t'attends que tu sois dans l'écran pour dire change. Là, il lâche complètement Anthony Davis. Donc, honnêtement, je ne comprends pas. Je suis très curieux d'avoir les infos du temps mort. On les aura certainement pas. Mais honnêtement, comme ça, sur le premier regard, pour moi, Plumlee est complètement fautif parce qu'il doit être avec Anthony Davis. Et s'ils doivent changer, ils doivent changer dans l'écran. Sachant qu'Anthony Davis passe quand même 1m50 au-dessus de l'écran de LeBron. Tu peux nous remettre, s'il te plaît, encore une fois, on va se la regarder, on se fait des kiffs, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est très étonnant, c'est que... Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, dans ces moments-là, le but, c'est d'avoir le tir le plus difficile pour les Lakers. Alors, encore mieux si c'est dans les mains d'un autre joueur, qu'Anthony Davis ou de LeBron James. Mais LeBron James, on va y revenir, c'est pas une deuxième bonne mi-temps. Mais ce type de système, on se souvient que LeBron, quand il était à Cleveland, avec Jimmy Butler, il avait mis un tir de buzzer dans le corner là-bas. Il en est évidemment capable. Là, moi, ce qui me pose problème, c'est que LeBron, en fait, il fait même pas écran. Il est face à la balle et on sent ils ont ce système-là, les Lakers sur ligne de fond. Il va demander la balle comme ça. Et Grant défend bien dessus. Jokic essaie de gêner la passe de Rondo. Et Plumlee ne communique pas avec son gars, en fait, avec Grant. Il n'y a pas un gars qui dit... Enfin, tu vois, dans les yeux, tu dois sentir le change. Si tu changes surtout, pourquoi pas, mais il faut que tout le monde soit au fait de ça, quoi. Voilà, changer surtout, on est OK. Mais moi, quand je vois l'attitude de Grant, qui est quand même dos à Plumlee... Bah, bien sûr. Et Plumlee, alors qu'il doit certainement y mettre de la voix, on n'entend pas bien, mais qu'il lui fait un geste... c'est sûr, mais bon. Ouais, il crie, mais... moi, j'ai pas l'impression que Grant ou même Jokic soient au fait... qu'il faille changer surtout, et après finalement c'est Jokic qui se retrouve à aller combler le trou honnêtement je peux pas croire qu'un coach comme Mike Malone il dise que c'est le défenseur sur la remise en jeu qui aille contester le tir sur ça c'était une des théories sur Davis. Parmi les théories de Stephen, donc on a essayé de disséquer en fait cette action, de comparer aussi à d'autres actions côté Denver. Il y a une théorie qui dit que dans ce système défensif sur la ligne de fond de Mike Malone, il veut que Plumlee reste un peu comme le gardien de la raquette pour éviter tout ce qui est alley-oop, claquette et tout ça, et que donc, ce sont les extérieurs, donc là, Jeremy Grant, par exemple, qui doit sortir sur les joueurs extérieurs. Il y a aussi le théorie qui dit que Jokic, alors là, il va tard sur Anthony Davis, mais on peut aussi imaginer que c'était à lui, donc défenseur sur la remise en jeu, d'aller prendre le mec qui va à 45. Alors moi, je trouve ça j'ai une question, Tom. Un peu incroyable, hein, mais pourquoi pas. Est-ce que ça te paraît pas bien trop compliqué comme façon de penser, alors qu'en fait, il n'y a qu'à juste... Moi, changer, pourquoi pas, s'ils veulent... Mais moi, à partir du moment où Plumlee, il lâche complètement Anthony, parce que c'est ça, moi, le problème, qui change. Pourquoi pas, d'ailleurs, en général, c'est ce qui se fait mais on change sur les écrans. Mais il n'y a pas d'écran. Tu changes sur les écrans, mais s'il n'y a pas d'écran, qu'est-ce qu'on fait? Tu sticks, parce que là, moi il voit exactement. Je te dis, regardez bien, Anthony Davis passe 1m50 autour de l'écran. Il n'est pas au ras de l'écran de LeBron, il n'est pas pris dans l'écran. Et si tu es pris dans l'écran, là, tu pousses à l'ange Grant en disant change. Mais là, c'est pas le cas. Il passe 1 mètre au-dessus, il lui fait un signe de la main, vas-y, prends-le. On dirait presque qu'on se passe les joueurs sur une zone. Mais alors qu'ils sont pas vraiment en zone. Alors. Honnêtement, voilà, moi j'ai envie de tomber sur Plumlee, qui en plus est un joueur intelligent. Et c'est la deuxième fois dans la bulle où ils se font avoir de la même façon. Sur le tir de Kuzma, ils se retrouvent en plein milieu de la raquette avec Bol qui comprend pas. Et ils prennent encore un tir museau et ils perdent. Alors c'était pas un buzzer buteur Kuzma, parce qu'il restait 0-4. Mais le résultat, c'est le même. Ils perdent le match, quoi. Ils perdent le match sur cette action. Alors, c'était un grand moment. D'ailleurs, Anthony Davis disait qu'il aurait adoré avoir le public du Staples Center avec lui dans ces moments-là. C'est vrai que c'est quand même dommage de vivre ce plus grand moment de carrière dans la bulle d'Orlando. C'est un rêve immense. J'aurais adoré que ce soit au Staples Center ce soir. Quand on porte un maillot Kobe, on joue un peu différemment. Je crois que nous le représentons d'ailleurs. On a un peu cette sensation. Alors, revenons sur le match plus globalement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette série. Le duel... des grands, ça y est, Frank Vogel a décidé de remettre Javel Magui au début du match et Dwight Howard qui a été très bon. Ils font l'écart d'ailleurs sur les deux matchs dans le deuxième quart-temps quand Dwight Howard rentre sur Nikola Jokic. J'ai l'impression quand même que c'est vraiment le pire match-up pour Jokic, même s'il a été très bon en deuxième mi-temps sur Dwight Howard, mais dans l'impact, dans la vitesse, dans la dissuasion, Dwight Howard a un véritable impact sur Jokic. C'était l'une des interrogations qu'on s'était posées jeudi, en disant est-ce que les Lakers vont rejouer grand? Et c'est ce qu'ils font, et surtout, les Lakers font ce que les Clippers ont été incapables de faire avec Nikola Jokic, c'est de la dureté. T'es un fort joueur, hier il met 26 ou 27, il est très clutch. Il est très fort à la fin. Mais parfait, t'es un fort joueur, on sait que tu peux faire ça. Par contre, le match qu'il a vécu hier, ça a été un vrai combat. On a vu Dwight Howard, Magui et surtout Dwight Howard, mais ils ont fait ce qu'on attendait des Clippers, c'est-à-dire être réduire dans son la distance, un peu le sabré, un joueur un peu dirty, dans les règles de l'art, mais un peu dirty, et quelque part, ils ont rendu la tâche difficile à Nikola Jokic. Et si on défend comme ça, et qu'en plus t'es fort, bravo à toi. Mais par contre, on va pas te laisser régaler, comme il a pu le faire face aux Clippers. Et mine de rien, Nikola Jokic, notamment en première mi-temps, il a du mal, il a un petit peu de mal, et surtout que cette dureté sur lui, et en plus, ses courses effrénées,
de ses vis-à-vis aussi, des Lakers, mais de ses vis-à-vis. Maggie, Dwight Howard, c'est Ou plein Davis, badin. du coup, Ou Davis, plein badin. Ça fait des allers-retours dans l'axe. Et à un moment donné, Jokic, alors, énorme hier, hein, on voit 30 pions. On se manque consécutif. Génial. Ils sont de gagner grâce à lui encore. Mais à la fin, il est très fort, mais sur 3 quarts temps, alors il est toujours influent dans le jeu, mais beaucoup moins, parce que tout est plus dur. Et c'est ce qu'il faut faire avec les meilleurs joueurs. On va jamais éteindre un mec comme Jokic ou un Anthony Davis, mais c'est leur rendre la tâche difficile, et c'est ce que Dwight Howard et Maggie ont réussi à faire. Il y a un truc qui est quand même bluffant. Bon, on l'a dit toute la série contre les Clippers, on l'avait dit déjà avant, quand tu reviens de 3, forcément, il y a un moment où tu es dominé et tu reviens dans la série. Ils ont encore failli faire le coup. On est dominé sur une première mi-temps, on revient dans le troisième quart-temps, on installe. Alors, c'est pas un faux rythme, mais ça y est, on installe notre jeu où l'équipe en face commence à déjouer d'attaque. Et puis nous, on a du talent, le Jamal Murray encore une fois, Nikola Jokic, même si d'autres derrière n'ont pas forcément suivi. Michael Porter Jr. a été très bon lui aussi. Ils ont réussi, ils étaient à 2 doigts de refaire ce coup-là on revient sur un quart-temps et demi, on gagne le match. De toute façon, les Nuggets ont tout intérêt à ralentir le jeu. Honnêtement, on l'a vu sur le match 1, dès que ça court chez les Lakers, et Dieu sait que ça court sur panier marqué d'ailleurs. Ils ont été bluffants là-dessus, trouver du rythme, sur le match 1, KCP, des layups. Sur le match 1, allez, deux quarts-temps et demi, merci, bonsoir, on remballe, rien que sur de la course, ils vont à 2000 à l'heure. Et les Nuggets qui étaient un peu émoussés, je pense que donc ont explosé sur le match 1. Mais sur le match 2, pareil, sur la première mi-temps, ça va tellement vite, ça court. On voit un LeBron exceptionnel à droit, mais pareil, qui se lâche énormément. Et ils font énormément souffrir les Nuggets là-dessus. Dès qu'ils assurent le repli, qu'ils prennent des meilleurs tirs qu'en attaque, ils sont sur du demi-terrain. Déjà, Jokic est plus influent. Et puis eux, ça leur permet d'assurer un repli et de moins faire courir les Lakers. Et quand les Lakers courent moins, on l'a vu en deuxième mi-temps, LeBron commence un petit peu plus à dribbler, il y a un petit peu moins de rythme. Et c'est sur ce jeu-là que les Nuggets doivent amener les Lakers. Ils étaient pas loin de réussir leur pari s'il n'y a pas ce tir extraordinaire. Ils sont encore menés 2 fois de 16 points à la fin du deuxième quart-temps et au début du troisième quart-temps. C'est une équipe qui a progressé honnêtement, qui a des certitudes aussi de se dire on est mené, mais on va revenir. Alors, c'est bien d'avoir ces capacités-là, mais tout le temps courir après le score, c'est aussi fatigant. On parlait avec Miami, Jimmy Butler aussi, il dit ça, qu'au bout d'un moment, mentalement, c'est difficile de tout le temps faire un match de traînard. C'est bien aussi d'arriver, faire une belle entame, mener à la mi-temps, mais visiblement, ils n'ont pas envie d'aller dans ce type de match-là. Pendant qu'on est en train de voir quelques stats, tu peux le mettre plein pot, s'il te plaît, Charpolo, pendant que Tom vient faire un massage d'oreille à Erwan. Et c'est pas désagréable. Et c'est pas désagréable, ça c'est le match 2, donc. On voit l'adresse, donc une meilleure adresse côté Lakers, ils sont plus forts au rebond, c'est plutôt kiff-kiff dans la raquette. Mais il y a un truc qui est vraiment fort chez les Lakers, et aussi fort chez les Nuggets, parce qu'ils ont failli gagner, c'est que les seconds couteaux sont très très forts côté Lakers. Rajon Rondo, Caruso hier est magnifique, il rate un grand tir ouvert à la fin, mais l'impact qu'il a des deux côtés du terrain, on a dit déjà Dwight Howard, il y en a peut-être d'autres. KCP qui fait pas un grand match 2, mais bon, effectivement qui est au niveau. Les seconds couteaux des Lakers sont au niveau, au-delà des superstars. Gros kiff, mais ça on le savait pour Caruso, vraiment. Qui est merveilleux. Qui est vraiment merveilleux des deux côtés du terrain, tu le dis, parce qu'il a quand même un profil deuxième arrière meneur, et c'est lui qui va chercher quand même les Jamal Murray qui va s'y coller aussi, et c'est archi important. Et puis surtout, Rajon Rondo, qui pour moi est une bascule incroyable. Toute l'année, on l'a dit. Et toute l'année, tout le monde était très déçu de sa saison avec les Lakers. Certains disaient même que c'était pas plus mal qu'il soit pas dans la bulle. Son retour, il y avait pas mal d'interrogations. Mais c'est un mec finalement qui adore les grands moments. Playoff Rondo. Playoff Rondo. C'est dingue. Et honnêtement, quand il est sur le terrain avec Caruso et même avec LeBron, surtout les deux, qu'ils ont les deux balles en main, il y a quand même une stabilité. Quand LeBron est un peu moins inspiré, notamment en deuxième mi-temps, c'est lui qui va un petit peu calmer les choses. Et puis sa relation avec LeBron et avec Anthony Davis change pas mal de choses, sur alley-oop notamment. Puis il pue le basket, il joue tellement juste. Et ça fait quand même une arme en plus énorme pour ces Lakers-là dans la quête d'un futur titre. Hier, ils sont à 2 doigts de gagner Denver parce qu'ils ont enfin réussi à stopper le Lake Show. C'est-à-dire que sur le premier match, il y a un truc qui m'a choqué, d'ailleurs sur la première mi-temps aussi, le nombre de alley-oop, dunk. Tu vois, Caruso, hier, il met un gros dunk en contre-attaque. Il y a beaucoup d'actions d'éclat, en fait, pour un match de play-off. Il y a trop d'actions d'éclat pour un match de play-off. Le nombre de fois où Anthony Davis fait son... je flash à la balle, boum, je fais un petit spin move, bam, derrière, alley-oop. En fait, dans ces grands moments-là, tu peux pas en avoir autant. Il y en a un ou deux... Pourquoi pas? Mais là, il y a beaucoup d'actions d'éclat et ça permet clairement aux Lakers d'être galvanisés, de trouver de l'adresse à 3 points, de trouver de la course. Et Denver tu le disais, ils doivent ralentir le jeu, ils doivent stopper tous ces moments-là qui... Tu vois, le banc passe sa vie debout, là d'ailleurs, ils ont pris plein de techniques parce qu'ils n'arrêtent pas de parler, Dwight Howard aussi, ils n'arrêtent pas de parler. Ils ont besoin de cette espèce d'émotion et les Lakers, et Denver doit stopper ça. Moi, il y a des phases qui m'ont surpris et inquiété un petit peu pour les Nuggets, c'est panier marqué.
relance tout de suite des Lakers et Kuzma ou les Yup ou d'autres, alors là, ouais, ou faute. la mobilette. Ou faute. Alors, les gars, c'est bon, maintenant on a compris, notamment avec Rondo, qui panier marqué ou pas, tout de suite, outlet, il est là. On a compris ça, et les Nuggets doivent déjà, dans la sélection de tirs, prendre des tirs plus propres et assurer le repli. Et on le voit en deuxième mi-temps, quand ils assurent le repli, il y a un petit peu moins de course. Mais si tu joues à la course, et c'est ce qu'ils ont fait sur le premier match et sur la première mi-temps face aux Lakers, c'est perdu d'avance. C'est vraiment perdu d'avance. Je reste persuadé que les Lakers, tu vas pouvoir faire provoquer un peu plus de fautes sur Anthony Davis. En les amenant sur du demi-terrain, ils ont tout intérêt à faire ça. Erwan, dernière question du coup sur LeBron, qui est stratosphérique comme Pogacar ce week-end en première mi-temps, et puis qui est bien moins fort en deuxième. Est-ce que tu as eu la même impression que moi? On voit les stats sur ce match. Moi, c'est pas tant qu'ils mettent 6 points qui me gênent. Un seul panier marqué en quatrième quart-temps. C'est plus la sélection de tirs par moment. J'ai toujours un peu de mal à comprendre un petit peu comment un joueur maintenant aussi fort. Ouais. Et là, quand il est en première mi-temps comme ça, honnêtement, moi, il me fait hurler de plaisir, rugir de plaisir. Mais en deuxième mi-temps, je suis plus dans l'interrogation. Je comprends pas en fait où il veut en venir j'ai toujours cette sensation avec lui par moment qu'il est entre le fait de vouloir encore prouver et le fait et de quelque part dire ok, tu vois, il est tiraillé entre je vais faire ce qui est bien pour mon équipe et quelque part je vais aussi moi montrer les choses. Et je te dis, moi, qu'il mette 6 points, c'est pas grave si il est tellement fort dans les passes, aller trouver les mecs dans le corner. Mais par moment, j'ai trouvé qu'il est rentré. Alors, c'est aussi la force aussi des Nuggets qui ont aussi resserré un peu la défense. Qui ont resserré complètement la défense sur lui. Mais quand il est comme ça, qui prend un pic avec Anthony Davis, qui est en plus très chaud en deuxième mi-temps et qui, par moment, il lui donne pas assez les gonfles. Voilà, alors là, ça passe hier de justesse. Attention quand même pour la suite. Alors, quand le jeu vient à lui, très bien. Quand le jeu vient moins à toi, je pense qu'aujourd'hui, les Lakers, ses soldats et son lieutenant plus ont montré qu'ils pouvaient aussi s'occuper des choses. Et je pense que LeBron James, aujourd'hui, il n'a pas forcément besoin de marquer 30-35 points à chaque match. Par contre, il a besoin d'être juste. De toute manière, on dit souvent que... C'est Tension Prince qui a dit ça il n'y a pas longtemps. Il disait, nous, à l'époque, ce qui nous intéressait, c'est qu'il soit à 40,5 passes. Et que les autres... S'il est à 28 points, 12 passes, on est sûr de perdre avec LeBron. Et hier, il y avait une espèce de relan 2011 sur Twitter, à un moment où... LeBron est fantastique en première mi-temps, on ne le dira jamais assez, 3 points marqués, il est incroyable, bravo LeBron. Mais en deuxième, on retrouvait ce LeBron qui était hésitant, qui prenait des tirs difficiles, des tirs ratés même carrément, peu d'impact même carrément sur cette deuxième mi-temps, sachant qu'en face, Jokic et Denver, ils graillent, ils reviennent. Il y avait une stat pendant le match où il y avait 12-12 au début du match, derrière les Lakers ont pris de l'avantage et ils sont revenus, ils sont repassés devant à 82-82 Denver. Donc il y a eu vraiment un moment où il y avait absolument rien à dire. Et LeBron à ce moment-là est clairement, alors fautif, c'est un grand mot, mais en tout cas, il ne pèse pas sur une fin de match où ils sont à 2 doigts de perdre, où Anthony Davis met 8 points d'affilée, sinon c'est fini. Après, ils prennent un 9-0 sur 9-0, sur la fin du quatrième. Et puis, alors on sait que quand LeBron est bien, comme en première mi-temps, parfait. Alors là, joue des pics, prend des tirs à 3 points après dribble, très bien. Quand il est moins bien, on sait que l'adresse, là, on sait qu'il peut envoyer et rater à chaque fois. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'un mec comme ça, quand il est un peu dans le dur, pourquoi on n'arrive pas à avoir des situations près du panier? En plus, il joue meneur, il a souvent un avantage de taille, c'est un excellent passeur, un bon finisseur. Pourquoi on n'essaie pas de trouver surtout quand tu prends un 9-0 à un moment clé où le match est en train de se jouer, pourquoi on va pas lui-même, ou on dessine pas sur une ardoise, un système pour qu'il se rapproche près du panier, qu'il aille provoquer des fautes, ce qu'il fait très bien, pour qu'il aille marquer des paniers faciles ou pour qu'il aille trouver des passes et des décalages sur les tirs ouverts. Ils défendaient bien en face, ils ont fermé l'accès. Mais moi, souvent je le vois beaucoup, il est struggle un peu, on sent qu'il a du mal à sentir un peu les coups. Pourquoi il est là dans la driblaille, à prendre des pics? Laisse Rondo le faire ça, va un petit peu poster, et en plus avec Anthony Davis qui est très bon aussi dans le jeu sans ballon, ou des Howard ou des Maggie que tu peux envoyer en l'air, il pourrait retrouver son influence comme ça. Et je trouve qu'on l'a vu trop en périphérie sur la fin du match. En tout cas, ils ont gagné leur match et il y a donc 2-0 pour les Lakers. Ils gagnent très bien, sûr, bravo. Mais c'est la force d'avoir 2 top 5 NBA dans l'équipe de toute façon. On va un peu plus loin de l'analyse, de dire ils ont gagné, bravo. On a quand même vu un LeBron très fort en première, très moyen, pas inspiré du tout en deuxième mi-temps, et ça aurait pu coûter la victoire aux Lakers. C'est ça. Il faut aussi peut-être en tirer certains enseignements et réajuster 2-3 petites choses. Après, on peut aussi dire par exemple que Denver a raté le coche en ne gagnant pas dans un match LeBron et Qatar en fin de match. Ça lui arrivera pas tous les 4 matins. En tout cas, le match 3, c'est mardi soir. Mardi soir, match 3 et match 4 entre Toronto, pas du tout Toronto, entre Miami et Boston mercredi. Donc comme ça, les séries vont se rapprocher. On voit le bracket complet puisqu'on va partir dans la conférence Est
maintenant pour parler de cette très belle série entre Miami et Boston. Boston qui a gagné le match 3 dans un match de padré, même si à la toute fin, Duncan Robinson a été encore un peu relou, donc du coup il y a eu un tout petit rapproché. Mais ça y est, Boston est enfin rentré dans sa série dans les fins de match. Ouais. Tu vois, Boston, en fait, a enfin trouvé un peu de patience, un peu de sagesse dans le jeu. dans les moments où ils sont dans le dur. Sur les 2 premiers matchs, Non. je les ai trouvés très impatients, notamment sur cette zone, même si je trouve qu'il l'attaquait plutôt pas mal. Mais dans les moments clés, j'ai trouvé très impatient, notamment Jason Tatum. Et de manière générale, on était beaucoup trop en périphérie. Et là, Brad Stevens, quand même, crédit beaucoup à Brad Stevens et son staff, parce que je trouve qu'ils ont ajusté 2-3 trucs. Et sur la zone, notamment, ils leur ont fait très mal avec Jaylen Brown qui venait entre les lignes au niveau des lancers francs. Et quand il avait la balle, parce qu'on l'a vu sur les 2 premiers matchs, souvent c'était Marcus Smart ou même Jaylen Brown qui avait ce ballon, c'était j'ai la balle au milieu, hop, je la ressors à 3 points. Encore beaucoup trop en périphérie. Là, on a rajouté un mec donc entre les lignes au niveau des lancers francs et surtout on a été très bon sur la ligne de fond. Et là, du coup, on a pu trouver ce jeu en triangle et beaucoup plus de patience et beaucoup plus d'alternance sur l'attaque de zone. Je ne vais pas t'apprendre à toi, Tom, que c'est là-dessus que ça fait mal parce que la zone, quand tu mets dedans, c'est bien, mais quand tu mets moins dedans, Ça arrive forcément au bout d'un moment. il faut trouver de l'alternance et c'est ce que les Celtics ont su faire, associé évidemment à une défense de fer. Et là, ils ont mis aussi beaucoup plus d'intensité que sur les 2 autres matchs. Et donc, j'ai retrouvé des Celtics un petit peu plus sereins. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'on a 3 fois à peu près le même match, c'est-à-dire qu'il y a 3 fois où Boston fait une très belle première mi-temps, où ils donnent l'impression qu'ils sont au-dessus de Miami. Miami, 2 fois, en tout cas sur les 2 premiers matchs, reviennent et remportent le match dans des matchs coup près où la pièce peut tomber des 2 côtés. Mais Miami, depuis le début des playoffs, nous surprend et nous bluffe par le calme des fins de match. Là, Boston, j'ai surtout l'impression qu'ils ont résisté pour la première fois au retour de Miami. C'est basique comme analyse, mais il y a une réalité sur ces matchs-là. D'ailleurs, Jimmy Butler le dit très bien, c'est épuisant de toujours courir après le score. Surtout contre une équipe comme Boston, il faut jouer plus dur. C'est à nous, les joueurs, de corriger ça. Alors comment on explique que Miami soit obligé de faire des matchs de traînard, voire même se laisse des écarts et sont obligés de s'employer à revenir dans les matchs? Je n'ai pas vraiment de réponse à ça, mais en tout cas, c'est un style. On sait que c'est une équipe qui lâche jamais. Mais quelque part, c'est vrai que peut-être sur les ententes, il y a peut-être quelque chose à rectifier. Après, je trouve que tu peux être aussi... Alors, traînard, quand tu prends des écarts comme Denver, Soit c'est encore plus compliqué. 10-15 ans, ouais. Mais eux, alors c'est vrai qu'ils ont pris aussi des 20 points, notamment sur le premier match, et qu'ils sont revenus. Maintenant, c'est vrai que tu es en finale de conf, donc forcément, n'importe quelle équipe en finale de conf, son objectif, c'est de jouer le titre, et tu gagnes pas le titre en étant mené tout le temps à la mi-temps et en faisant des comebacks incroyables. Donc il y a peut-être aussi un état d'esprit, parce qu'on sait que commencer un match, alors tu peux dessiner tout ce que tu veux, préparer tout ce que tu veux, tactiquement, stratégiquement, te faire on change sur les écrans, on step, les pick and roll, les aides à l'opposé. Au bout d'un moment, bien commencer un match, c'est aussi un état d'esprit, et peut-être que le discours va un peu changer côté Heat, maintenant qu'ils ont perdu. En tout cas, c'est une série qui est passionnante. On continue à penser que c'est 2 équipes de même niveau. Ouais. Avec qui jouera les meilleures fins de match, en fait. Ouais, et il y a des ajustements. Et notamment, on parlait de l'ajustement sur l'attaque de zone. Et aussi, à Boston, il y a eu l'ajustement sur les défenses pick and roll. Parce qu'Adebayo, chaque fois que Miami a fait un run pour revenir, ils ont eu un mal incroyable sur les pick and roll. Ouais. Avec Adebayo, il y avait Daniel Theis, chaque fois qui était dans un vrai dilemme. Le problème, c'est que tu peux pas complètement aller aider à l'opposé, parce qu'à l'opposé, tu as des Tyler Hero, tu as des Duncan Robinson qui filochent comme des coquins. Donc, ça pose un vrai dilemme à Boston de se dire, Daniel Theis, il vient en contrôle ou un peu en step-out, légèrement. Mais du coup, à l'opposé, tu peux pas faire l'aide de l'aide, puisque tu as des mecs, ils mettent des filoches à 3 points. Et donc, ça crée un vrai casse-tête. Et là-dessus, donc, ils sont un petit peu améliorés là-dessus, nos amis des Celtics. Et ça a changé aussi un peu la donne côté Miami. En tout cas, les stars étaient au rendez-vous. Tatum, dans le match 3, est à 25 points. Kemba est à 21, 20 points pour Marcus Smart. Et Jaylen Brown est à 26 points. Alors, il y a eu visiblement de grosses engueulades dans le vestiaire après le match 2 entre Marcus Smart, qu'on a vraiment entendu crier, avec Jaylen Brown. Ils ont été obligés de se séparer. La théorie, c'est que ça arrive dans toutes les équipes, ça. Moi, je pense que tu es mené 2-0, dans une finale de conf où tu mènes 2 fois, où tu peux, tu dois gagner au moins des 2 matchs. Tu peux quasiment mener 2-0, ou au moins avoir un partout. C'est toi qui te retrouves mené. Et à un moment donné, des fois, dans les vestiaires, les choses sortent un petit peu à chaud, comme elles doivent sortir. Et c'est pas plus mal, des fois, que d'attendre le lendemain, avoir des discussions à froid. Des fois, à chaud, les choses sortent comme ça, et c'est pas plus mal, au moins le message passe directement, c'est des gens de caractère, et surtout, ce qui est intéressant pour les Celtics, c'est qu'on a vu qu'il y a eu une belle réaction derrière. Absolument. Dans l'attitude. Après, l'entame de match, c'est jamais leur problème. Petite déclaration de Jayson Tatum, alors qu'on a vu Jaylen Brown dire que tout le monde était formidable dans le vestiaire, c'est juste normal, tous ceux qui ont pratiqué un sport collectif le savent, ça c'est vrai, tu as raison, personne ne doit être content d'être mené 2-0, si c'est le cas, alors vous vous en fichez, pas nous, et c'est vrai que de toute manière,
au vu de la physionomie des deux matchs, on les sentait très frustrés. C'était important de ne pas être à 0-3. Alors, au-delà de compta, mais le coude sur la carafe aurait été. 0-3, on va pas ressortir la stat. Hein, non, évidemment, elle n'existe pas de toute manière, ce stat. Et puis surtout, ça vient de Marcus Smart. Tu vois, si c'est Robert Williams qui gueule dans les vestiaires, on va se dire le fameux leader vocal. Et le fameux leader vocal. Donc, leader vocal, c'est des fois quand il faut. Je pense que ça lui a pas plu. Marcus Smart qui a vraiment un esprit collectif qui voit les choses chaque fois collectivement. Mais à un moment donné, il était frustré, certes, mais il a dû se dire c'est le moment de dire au mec, il y a urgence. Et des fois, quand il y a urgence, il faut le dire les choses sur le moment. Ouais. Et au sortir du deuxième match, ils étaient clairement dos au mur. Et il s'est dit je vais pas attendre gentiment que tout le monde prenne sa douche ou qu'on se voit le lendemain à la vidéo. Je mets une énorme gueulante maintenant. J'en ai envie et je pense que c'est bon pour tout le monde. Et pour l'instant, ça lui donne raison. Ce match 3, alors effet ou pas, 31 minutes de temps de jeu pour Gordon Hayward qui revenait donc après sa blessure. Il est aussi papa, mais il ne sortira pas de la bulle pour aller voir son nouveau-né. Il préfère se concentrer sur le basket. Tant mieux pour Boston. Alors, c'est des stats complètes à Gordon Hayward, donc seulement 6 points pour un premier match, 5 rebonds, 4 passes, mais ça fait un playmaker de plus dans cet effectif. Ça donne de la profondeur aussi dans le jeu de Boston. C'est un gars qui va leur faire du bien dans cette série. Le jeu de passe, on parlait du réagir vraiment sur l'attaque de zone. Ça part par son QI basket quand même. Clair. Sur ses séquences, on a senti capable de faire des shoots des mid-range, de jouer les pick and roll, passe à terre, passe à l'opposé. Voilà, il va amener aussi un petit peu de décharger les épaules de Jason Tatum et Jaylen Brown. Donc c'est très intéressant pour Boston de récupérer Gordon Hayward qui est plutôt en jambes. Il n'en a pas fait des tonnes, mais qui est plutôt en jambes. Et je pense que sur le match 4, on devrait voir un petit peu plus de tirs de la part de Gordon Hayward. Et on rappelle, ils s'étaient menés 2-0, donc ils ont besoin de récupérer toutes les forces, disponibles. Absolument. Un petit mot sur le match 4, donc, qui est mercredi soir. Comment tu vois les choses? Est-ce qu'on peut avoir encore une fois Boston qui prend le large et une fin de match serrée? C'est honnêtement, depuis le début, avant le game 1, je disais que c'était impronosticable. Et chaque match, pour moi, reste impronosticable. Il n'empêche que Boston reste dos au mur parce que ils ont évité d'être menés 3-0, mais si tu es mené 3-1, c'est quand même pas cadeau non plus. Même si ça se fait en ce moment. Ça se fait en ce moment, mais ça se fait surtout pour une équipe. Hein. Voilà. Donc je pense que on a tous envie peut-être de voir un 2-2. Il y a un match incroyable. Maintenant, le hit, faut se les envoyer quand même, parce que le danger vient de partout. On a encore vu un Tyler Hero fantastique dans le deuxième quart-temps. On a vu un Duncan Robinson qui, après un match 1 compliqué. Le match 1, on disait, c'est plus son niveau. Non, mais c'est plus. Le match 2, il met 3 points. Il découvre ce niveau-là. Les finales de conf, c'est quand même un énorme step. Le match 1, il a un peu subi. Match 2, il met dedans. Match 3, il met dedans. Donc on sait que cette équipe-là n'a pas l'habitude non plus d'enchaîner plusieurs défaites, surtout dans la bulle. Donc battre le hit 2 fois d'affilée, pas cadeau. Ce Thomas, il est incroyable de Jason Tatum sur l'action avec le contre de Jaylen Brown, la contre-attaque. Donc non, ça va être. De toute façon, tous ces matchs-là, ils vont être. C'est des belles finales de conf. Ils vont être bons à prendre. Moi, je te dis, je vais rester sur Miami parce que je trouve que. Si tu dis Miami passe, mais tu sens Boston gagne le match 4. Parce qu'il y a un petit supplément d'âme, en tout cas pour l'instant, mais on voit que ça peut aller tellement vite. Souviens-toi Denver contre le Jazz, ils sont menés 3, on se dit mais ils sont 4, ils ont pris 3 roustes, on se dit 2 roustes d'affilée, on se dit c'est fini, ils y sont plus. Ouais. Les mecs sont en finale de conf. Absolument. Moi je vais un peu dans ton sens, je pense que je vois Boston le faire. Par contre, je vais être très focus sur l'entame et la première mi-temps du match de Miami. En fait, il est temps qu'ils fassent une première mi-temps normale. Je leur dis pas d'être à plus 40 à la mi-temps, mais en tout cas, qu'ils viennent avec de la dureté, avec de l'adresse, et qu'ils évitent de prendre un écart en première mi-temps. Et puis ensuite, ça donnera, je suis persuadé, un grand match avec beaucoup d'ISO encore pour Boston, parce que en fin de match, ça se délite aussi un peu, malheureusement, et c'est pour ça que Miami revient toujours dans les matchs, c'est que jouer l'ISO en fin de match, vaut mieux avoir, on le disait la dernière fois, vaut mieux avoir KD, LeBron ou ce type de joueur, sinon c'est la merde. J'aimerais bien que Miami voit leur match-up, elle est super bien pensée, elle est intéressante. On a vu que sur le match 3, ils ont un peu pris l'eau là-dessus. Maintenant, j'aimerais bien aussi que Miami ait les épaules pour se dire homme, man, on va rentrer dans les mecs. Et pourtant, ils ont tout ce qu'il faut. Tu as quand même du Butler, du Godala, du Adebayo. Ouais. Tyler Hero n'est pas le dernier à s'y coller. Donc tu peux aussi. Alors après, c'est avec Duncan Robinson où ça pose problème. Chaque fois qu'il passe en homme à homme, il est ciblé. Ils sont pas fous. Mais j'aimerais que des fois, Miami aussi se dise allez, on va s'y mettre homme à homme un peu et alterner aussi défensivement. Attends, si tu fais défendre Duncan Robinson ou Tyler Hero sur Jason Tatum ou Jaylen Brown, ils vont, quoi qu'il arrive, grailler. Mais c'est même pas de leur faute. C'est pour ça aussi que Spoelstra essaie de les protéger. On va pas comparer Hero et Robinson. Je vais les comparer, ils sont dans tous les. Attends, Tyler Hero, j'ai beaucoup d'aspect pour lui. C'est un bien meilleur défenseur. Non, il y en a un qui est peut-être à 3 sur 10, mais l'autre il est à 4,5. C'est toujours mieux. Non, oui, c'est vrai que c'est mieux, tu as raison. Il est presque. Il fait le rattrapage. Il fait le rattrapage en espérant qu'il passe le bac cette année. Voilà pour ces 2 séries, les 2 finales de conférence donc qui sont passionnantes. Mardi soir, Lakers, Nuggets, match 3. Et donc mercredi soir,
avec le match 4 entre Miami et Boston. Franchement, on se régale, les playoffs sont fantastiques, la bulle, bravo, hein, tout simplement, bravo la NBA, comme d'hab. Hein. Bravo la NBA. C'est quasiment la réponse, j'espère quand même qu'il y aura un énorme documentaire sur cette bulle parce que il y a tellement de choses à raconter, des buzzer beaters, des histoires incroyables de la côté basket. Une victoire des Lakers pour Kobe. On verra bien. Je peux te le dire, dès maintenant. Il ne faut jurer de rien, mais c'est vrai que l'histoire serait fantastique. Je te dis, moi, faut pas enterrer Miami. On n'enterre personne, mais les Lakers seront champions à la fin de ce championnat. Voilà, merci les amis, on se retrouve demain. On espère que demain la vidéo sera prête. On vous tiendra au courant dans l'après-midi sur les réseaux sociaux, puisque demain avec Stephen Brun et Nicolas Batum, n'est-ce pas nos amis, on essaiera de parler du trophée de MVP et donc de Giannis, qui n'a jamais fait de coup en playoff, mais qui est déjà 2 fois MVP de saison régulière. Il y a plein de trucs, on attend aussi vos commentaires, comme toujours, sur YouTube, et on vous souhaite une très bonne semaine. Merci à tous, ciao.